Mais la réalité, c'est que le pays ne va pas. Il m'arrive parfois de voyager, peut-être quittant de Yaoundé pour aller à l'ouest. Et en arrivant à l'ouest, tu vois, assis dans ma voiture climatisée, tu vois, je profite, je me dis, ah, ça va, la vie elle est belle. Et il suffit peut-être parfois de s'arrêter à un péage et tu regardes à travers ta vitre fumée, on ne te voit même pas de l'extérieur. Quand tu regardes le monde extérieur, c'est triste quand même. Tu vas voir peut-être il y a 3 générations qui sont là. La grand-mère, la mère, la fille. Et quand tu réfléchis un peu, tu te dis, la maman, la grand-mère peut-être quand ça n'allait pas, elle a dû se dire, ok, je me bats pour l'avenir de ma fille. Peut-être que on va faire mieux. Autour de sa fille, ça n'a pas donné aussi. Ensemble, la grand-mère et la mère, ils ont battu aussi pour la fille, qui a fini par les rejoindre au carrefour pour vendre ce soir les, je ne sais pas, le bitacola, le fruit noir, les arachides, l'eau glacée. Oui, c'est là, c'est triste, tu te dis, qu'est-ce que tu peux faire? Rien, mais c'est triste quand même. Tu vois, ça arrache, avoir ça autour de toi, ça arrache quand même ta joie politique. Alors, quand on dit que la crise qui a suivi l'élection du président Paul Biya a entraîné déjà au moins 30 morts, de nombreux blessés, plein de dégâts matériels, plusieurs centaines de Camerounais qui aujourd'hui croupissent dans les prisons, interpellés pendant cette crise post-électorale-là, comment réagissez-vous à tout cela? Je trouve que c'est quand même dommage qu'on arrive à ce niveau aujourd'hui. Ces dernières semaines, oui. C'était quand même triste de voir le regard du monde entier sur nous. Ce qu'on projetait à l'extérieur et limite ça faisait un peu honte. Oui. Et d'un autre côté, il y a la crise post-électorale, les manifestations, il y a eu les décès. Et ce que moi j'ai beaucoup déploré, même si j'ai pas en temps normal fait ce que je voulais faire, ce qui était d'adresser mes condoléances aux familles des défunts, parce que bon, c'est triste quand même d'en arriver là, d'être les dommages collatéraux pour un changement. Mais on est à un point où le peuple est juste fatigué de crier, de ne pas se faire entendre. On a l'impression de crier aux sourds-oreilles. Donc voilà, et c'était ça qui s'est manifesté après les élections. C'était un peuple qui disait, nous, on n'en peut plus, écoutez-nous, voilà. Et le fait qu'on soit arrivé à déplorer des morts, c'était quand même triste. Et où il y a eu, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai vu quelques vidéos circuler sur les réseaux sociaux, les balles réelles qui ont été tirées, et c'est là où tu t'es dit, ok, où est-ce qu'on va? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Comment on gère? Parce qu'on a vu tant de manifestations, les manifestations, on les voit un peu partout. Et ce qui m'a encore écœuré le plus, c'est que le lendemain, on ne parlait même pas de la manifestation. Effectivement, il y a eu quelques délinquants qui se sont jetés dans le tas et qui ont profité pour opérer et piller, oui. Voilà, pour piller. Et le lendemain, on ne parlait que de casse. Tellement qu'il n'y avait même pas eu manifestation, tellement qu'il n'y avait pas eu un peuple qui disait on est fatigué. Et je me dis, comment est-ce qu'on peut balayer du revers de la main une situation comme ça? Parce que la moindre des choses, et en politique, ce que les politiciens ils font, parce qu'on sait tous que les politiciens, ce sont des bons menteurs, mais ils mentent bien. Ils promettent au moins, ils disent, ah oui, on a compris, on va gérer. Et je pense que c'est ce qui a manqué le plus en ce moment. C'est-à-dire que vous trouvez que les revendications qui étaient celles d'un certain nombre de citoyens camerounais sont tout à fait légitimes, c'est ça? Oui, ce sont des revendications qu'en tant que Camerounais, nous sommes tous concernés. Revendiquer une meilleure condition de vie à son gouvernement, à ses autorités, c'est pas trop demandé quand même, hein? Et sachant à quel point ce peuple il souffre. Oui. Et dans le cas d'espèce, dans le cas d'espèce, le peuple, enfin ceux qui manifestaient, c'était contre ce qu'ils ont considéré comme la fraude électorale. Là aussi, c'est un droit. Dites-vous. Là aussi, c'est un droit. Après, je pense que ça aurait été une opportunité au gouvernement de prendre cette opportunité et de dire, ok, voici les éléments. J'ai entendu parler des procès-verbaux. Effectivement, on a vu quelques-uns sur les réseaux sociaux, mais pas assez pour juger. J'ai pas vu 31 500 procès-verbaux sur les réseaux sociaux. Donc, n'étant pas en capacité, moi, de trancher, de savoir ce qui s'est réellement passé, parce que j'ai aucun élément à disposition, ça aurait été de la responsabilité de l'administration de dire, ok,
si vous contestez, présentez vos arguments. Oui. Je pense que c'est ça aussi la démocratie. Alors, vous avez eu honte de l'image que le Cameroun... Question là, finissons avec l'élection présidentielle. C'est quand même l'actualité brûlante aujourd'hui. Et lors de son discours qui a suivi sa prestation de serment, le président Paul Biya a semblé tourner la page de l'élection présidentielle de 2025 et il a dit, je le cite, il a salué l'attachement de l'immense majorité du peuple camerounais à la paix et au vivre ensemble. Alors, à votre avis, est-ce qu'on peut dire que le Cameroun est en paix en ce moment? Non. Non. On ne peut pas dire que le Cameroun est en paix quand même au vu des situations. D'ailleurs, les arrestations massives qui sont au Cameroun, j'ai été contacté l'autre jour par des gens dans mon village de Batié qui criaient, qui me disaient « Oh, on a attrapé les tels. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés à la maison. » Parce qu'ils sont restés à la maison. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont répondu au mot d'ordre de ville morte. C'est même pas ça le problème. Le problème, c'est que le Cameroun était un pays particulier. Il y avait 4 jours plus tôt, on disait aux gens, restez chez vous. Et 4 jours après, on arrêtait les gens parce qu'ils sont restés chez eux. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on a pas, qu'est-ce que j'ai pas bien compris? En restant chez eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? On les a attrapés. Et ils sont où? Tribunal militaire. Tribunal militaire? Oui, tribunal militaire. Et tu te rends compte que des situations comme ça, il y en a un peu partout dans le pays. J'ai vu dans les réseaux sociaux des listes des gens attrapés, tout, qui ont disparu. Il y a même des leaders politiques. Il y avait... Anissé Kané. Il y a Anissé Kané, Oyono. Le professeur Abba Oyono et Parfum Voum. Djokam Tchameni également. Oui, Djokam Tchameni. Oui. Avant lui, il y a eu les Alain Fogué, Bibouni Sak et plein d'autres prisonniers de la crise anglophone. Oui, ça, malheureusement, je ne suis pas à jour dans le contexte politique, mais ça, c'était l'actualité de l'heure. Voilà. Et tu vois ça et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a aussi juste pour ajouter à ça, un autre aspect, un axe dont on ne parle pas beaucoup, c'est les... comment on dit, les exilés politiques. Oui. On ne peut pas être dans un pays où presque tous nos intellectuels, une partie de notre diaspora ne peut pas rentrer au pays. Il faut qu'on regarde la vérité en face. Oui. On est mal barré là, on est en train de se sombrer. On a à mi-chemin, elle s'est arrêtée, elle m'a vu. Et je ne peux pas m'empêcher de voir ce regard de haut. Ouais, c'était une journée comme les autres. Après, le soir, je ne sais pas, j'ai laissé mon chauffeur, je suis descendu au sous-sol, j'ai pris la moto et je n'avais même pas au fait, j'avais une destination, j'allais à un deuil. Après, j'ai décidé de faire un tour à l'Omnisport. Et juste après la Texaco Omnisport, je ralentis parce qu'il y avait une voiture qui entrait à son école là. Le soir, on est autour de 19h30. Et on est sur, je crois, c'est le boulevard Amadou Ahidjo, voilà, une route de 3 sens. Et là, je vois quelqu'un qui descend du trottoir parce qu'il y a une marche entre le trottoir et la chaussée et elle descend et elle marche vite. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais l'ayant vu, j'avais encore la distance pour une distance pour manœuvrer. J'ai changé de voie. Malheureusement, à mi-chemin, elle s'est arrêtée, elle m'a vu. Et je ne peux pas m'empêcher de voir ce regard de haut. Ouais, et c'est là où elle m'a vu. Et là, quand elle m'a vu, je pense qu'elle a frisé, elle s'est arrêtée. En fait. Mais elle a été horrifiée et puis elle s'est statifiée un peu. Voilà. Et comme j'étais déjà presque, je l'avais quasiment esquivé un seul pas, on ne se serait jamais rencontrés. Et cet arrêt-là, je l'ai frappé avec le côté gauche de la moto. Et sur le coup, j'avais aussi peur des voitures qui pouvaient venir de derrière parce que déjà j'ai changé de voie et tout ça en une fraction de seconde. Et heureusement, je ne suis pas tombé et je garde la moto. Je me dis, je m'avance à la brigade pour signaler l'accident ou je fais quoi, mais je regarde, elle était au sol. Et je me suis dit, bon, en fait, dans un accident, les premières minutes sont très importantes. On ne sait pas, elle peut être tombée avec sa tête, tout ça, et il n'y a pas de petit accident. Et du coup, j'ai garé, je suis arrivé sur place, et elle était au sol. Et déjà, je constate qu'elle avait une fracture du tibia.
inconsciente. Donc, j'ai demandé qu'on stoppe un taxi. Bon, puisque j'étais habillé, j'avais le casque, veste, tout. Personne ne me remarquait. Et les gens réagissaient pas beaucoup. Les gens venaient juste. Alors, je me suis levé, je me suis mis devant un taxi, j'ai arrêté, j'ai dit, situation d'urgence, pardon, évacuée. Ouais. Le taximan il était très gentil, il a déchargé ses passagers. Et, on a porté la fille, on l'a mis dans le taxi. L'hôpital le plus proche, ce que j'ai en tête, l'hôpital général. Oui. Direction hôpital général. Et en cours de route, elle se réveille. Tu vois, le temps qu'on arrive même à l'hôpital, elle était déjà consciente, elle hurlait de douleur. Et pour moi, c'était bon signe au fait. Oui. Et je suis plutôt content. Mais on l'a retiré du taxi, on l'a mis dans la civière. Et on l'a amené aux urgences. Et j'étais un peu, voilà, sur le choc. Oui. Je disais, mais il faut faire ça, faire un scanner corporel pour vérifier si elle a l'hémorragie interne. Et surtout, ce que j'ai précisé, oui. Répéter à plusieurs fois l'IRM du cerveau pour vérifier une éventuelle commotion cérébrale. Et on m'a rassuré que tout allait bien. Je suis resté aux urgences pendant, 2 heures, voilà, au point où on m'a littéralement chassé de là. Tu vois, mais me rassurant que tout allait bien, voilà. Et je suis rentré. Après, je suis allé au restaurant, même avec des amis. Et quand on parlait de ça, il y a l'autre j'ai commandé un thé. Il y a un ami qui m'a dit, mais tu peux commander un champagne, frère. Tu viens d'échapper belle. Je me dis, ah ouais, t'as raison. J'ai pas commandé le champagne, mais j'aurais pu, tu vois. C'est-à-dire que vous étiez plutôt rassuré quant à l'état de santé de la fille, oui. D'ailleurs, à partir de cet instant, ce qu'on fait, on a commencé à chercher sa famille, elle vient d'où, tout ça. Et le deuxième point, comment est-ce que on va lui faciliter la vie? Parce qu'elle a une fracture du tibia, donc il doit avoir une opération et une rééducation. Donc ça fait 9 à 12 mois de rééducation. Oui. Où est-ce qu'elle vit? Comment le chez elle? Est-ce que le chez elle est accessible? Comment elle va s'adapter? On était parti plutôt dans la logique de voir comment faire pour la faciliter la vie pendant les 12 prochains mois, tu vois. J'avais même appelé le kiné qui m'avait suivi, qui me suivait quand j'arrivais au Cameroun pendant mon opération après mon opération de genou. On n'était plus au niveau de personne s'inquiétait et tous les jours on me donnait le rapport longtemps et tout allait bien. Jusqu'à là on était jeudi soir. Jusqu'à dimanche dans la nuit du lundi, il était peut-être 1h, on m'appelle, me dit, elle est décédée. Il me dit, mais comment ça, il est décédé? On décède comment? Ça fait à peu près 3 jours. Elle décède sans... Qu'est-ce qui... Elle est décédée. Comment elle est décédée? C'est-à-dire que le décès de la jeune fille Manuela, vous avez dit, Manuela, vous a surpris? Au fait, je pense que ça a surpris tout le monde, tous ceux qui ont vécu la scène, surtout à l'hôpital, les 2 jours qui ont suivi. Mais il en ressort que depuis son opération, voilà, elle est restée... Parce que néanmoins, le dimanche matin, on m'a dit elle s'est pas encore réveillée. Ce qui commençait à inquiéter. Elle s'est pas encore réveillée après son opération. Après son opération, voilà. Alors, à l'époque, vous n'avez pas été épargné et vous l'évoquiez tout à l'heure. Cet accident a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Qu'est-ce qui vous a choqué dans ce qui a été dit au lendemain de cet accident et du décès de la jeune Manuela? Déjà, j'ai trouvé que personne n'a pris la peine de comprendre ce qui s'est passé, déjà. Parce que c'était un accident. Quelles étaient les responsabilités? Quelle était ma responsabilité dans cet accident? Personne ne s'est donné la peine de savoir ce qui s'est passé. On a, même pour contacter même pour s'approcher de la famille ou je sais pas, de la police qui a fait l'enquête, parce que plus tard on a saisi le procureur pour ouvrir une enquête. Même pour se rapprocher vers l'hôpital, non, on n'avait rien à foutre. On aurait dit que j'ai porté la moto et j'ai cherché la fille là dans la ville. Elle est où? Et je l'ai cognée, que je vais te cogner. Je dis, mais c'est pas ce qui s'est passé, c'est un accident. Je ne sais pas si vous comprenez la notion de l'accident. Tu vois, c'est pas... Et moi, c'était... Honnêtement, au vu de la réaction de ça, j'étais déçu. J'étais déçu. Je comprends qu'on compatit à la victime, à la famille, mais la façon dont ça a été
j'étais pas... Et c'est à partir de ce moment... Et pourtant, la famille elle-même... Oui, justement, je voulais vous demander, c'est quoi vos rapports aujourd'hui avec la famille de Manuela? Non, au fait, je pense que la famille a été très proche de la situation. La famille est arrivée à l'hôpital ce soir. Ils ont vu, elle a vu, au fait. Et je pense que c'était... Et la nouvelle est sortie même, a été rendue publique, je crois, c'était 9 jours après l'accident. Oui. Parce que même quand elle décède, la famille dit, on veut le temps pour s'occuper, ou qu'on a des rituels, des trucs. Oui. C'est-à-dire la famille voulait son temps de deuil, vraiment dans l'intimité. Okay. Et après, la nouvelle est sortie et je vois les trucs, genre, on demande justice. Oui, on réclame justice. Dit, mais parce que quand on dit justice, ça veut dire qu'il y a eu injustice. Oui. Je me dis, j'essaie de comprendre, mais ça ne donnait pas. Et d'ailleurs, ça m'avait beaucoup perturbé. Et c'était un mauvais moment. C'était le mois d'avril. Et ce mois d'avril, exactement le même mois d'avril où j'ai perdu mon fils, et ça remontait des souvenirs et tout ça. C'était très, très difficile. Le premier jour où j'ai trouvé le sommeil, je sais pas, j'ai rencontré la famille dans l'ensemble. Ils étaient très posés et très compréhensifs. Il y a, je crois, c'était son grand frère. Et il m'a dit, d'ailleurs, que nous-mêmes, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai taquiné ma mère. J'ai dit, tu vois comment ta fille est traitée comme une princesse. Regarde. C'est-à-dire que sa prise en charge médicale était vraiment ce qu'il y avait de mieux à faire. Et ils ont dit ça, et ils ont dit, bon, elle est morte, on l'a perdue, à jamais, il n'y a rien à faire. Mais quand même, on te remercie pour l'effort, pour tout ce que... Je ne sais pas s'ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait. C'est le premier jour où j'ai dormi. Je suis rentré ce jour-là. Oui. Tu vois, au fond de moi, oui. j'avais